On vient de voir plein de petites formules qui, a priori, pour le moment, n'ont pas trop de sens entre elles. Et puis, a priori, vous ne savez pas trop les utiliser parce que vous n'avez pas fait encore assez d'exercices. Dans ce grand 5, où on va faire la satellisation, on va justement utiliser les petites formules qu'on vient de voir. Première question qui vous est posée, c'est pourquoi la base de lancement de fusées, des fusées européennes est située à Kourou, en Guyane. Pourquoi on ne les lance pas du pôle Nord et pourquoi est-ce qu'on ne les lance pas de la France? Ce serait carrément plus pratique. Eh bien en fait, c'est vu que la Terre tourne sur elle-même, et si vous vous placez à l'équateur, eh bien vous aurez plus de vitesse que si vous êtes au pôle Nord. Au pôle Nord, vous tournez sur vous-même, tandis qu'à l'équateur, vous êtes déjà lancé. Donc vous aurez besoin de moins d'énergie pour lancer vos objets et lancer vos fusées. D'accord? Donc, la question est la suivante aussi. Quelle est la vitesse initiale de la fusée de Kourou à Kourou avant son départ? Comment est-ce qu'on pourrait calculer quelque chose comme ça? Je voudrais avoir la vitesse, en fait, initiale de la fusée. À Kourou. Kourou, c'est sur l'équateur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La vitesse, c'est égal à R fois θ point. R étant le rayon de la Terre, θ point étant la vitesse angulaire de la Terre. Oui, mais on ne connaît pas ça, θ point. Or, la Terre a fait un tour sur elle-même en combien de temps? En un jour sidéral. Un jour sidéral, c'est 86 164 secondes. Ça, c'est un tour complet. Alors, comment est-ce qu'on pourra avoir la vitesse angulaire? θ point, c'est 2π. Bah oui, parce que θ point, ça correspond à un tour complet. Quand la Terre fait un tour complet sur elle-même, ça correspond à 2π. Quand on fait ces 2π, il nous faudrait θ point. θ point, ça ferait θ, soit 2π. Donc ça ferait le rayon de la Terre fois 2π divisé par le temps qu'on a mis, soit t sidéral. Quel est le rayon de la Terre? 6380 km. Fois 2π divisé par les 86 164 secondes. Et là, vous avez la vitesse initiale à Kourou avant le lancement. Alors, est-ce que j'ai fait le calcul? Je ne sais plus. Oui, j'ai 0,46, oui, c'est bien ça, 0,46 km par seconde. C'est déjà pas mal, hein, ça fait du 460 mètres par seconde. Ça va plus vite que la vitesse du son. Donc on a gagné quand même un petit peu d'énergie pour pouvoir lancer notre fusée. Des exemples bien précis, satellisation sur une orbite circulaire et petit a donc la vitesse cosmique. Alors qu'est-ce que c'est la vitesse cosmique? C'est écrit sur le polycopier, c'est la vitesse qu'aurait un satellite de la Terre sur une trajectoire circulaire limite de rayon petit r égale RT, appelée orbite circulaire basse. Pour que ça soit plus simple, je vous propose de regarder la vidéo suivante. C'est Astérix, les 12 travaux et l'épreuve du javelot. Nous revoici sur la détermination de la vitesse. L'idée est de déterminer à quelle vitesse Obélix a lancé son javelot pour qu'il puisse faire un tour complet de la Terre. Dans cette situation, ou dans nos calculs plutôt, on va complètement supprimer l'atmosphère terrestre. On ne met pas de frottement, on ne met rien du tout. Comme ça, on fait nos calculs tranquille avec une énergie mécanique qui est égale à une constante. Alors comment est-ce qu'on va déterminer cette vitesse de lancer de javelot? Déjà, on part sur moins k sur 2a. Moins k sur 2a, c'est la formule de l'énergie mécanique dans le cas d'une ellipse. Et comme c'est dans le cas d'un cercle, et ce cercle il a une particularité, c'est que c'est le rayon de la Terre, on peut mettre moins k sur 2rt. Ensuite, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est égal à moins k sur petit r. Mais ici, ça fait moins k sur rt. Conclusion, on sait que l'énergie mécanique est égale à quoi? L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. D'où l'énergie cinétique qui sera égale à énergie mécanique moins énergie potentielle. Énergie mécanique moins K sur 2RT moins
l'énergie potentielle K sur RT. Donc ça fait une réponse de K sur 2RT pour l'énergie cinétique. Oui, mais on est dans quelle situation? Parce que c'est pas terminé. Ici, K est égal à quoi? G, la masse du premier objet, fois la masse, ici, la masse du javelot. Donc, l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de mv carré. Et comme c'est un mouvement circulaire, on sait que la vitesse sera constante. Ça nous fera gmt petit m sur 2RT, d'où la vitesse v. Alors le 2 se simplifie, le m se simplifie, et on a v qui vaut gmt sur le rayon de la Terre. Ça s'appelle, c'est la vitesse cosmique. Voilà, la vitesse du javelot correspondant. Alors, j'ai juste une petite remarque à faire. Une remarque qui, à mon avis, a son importance parce qu'elle revient très souvent dans les exercices. Très souvent, dans les exercices, on vous dit, on ne vous donne pas la valeur de la masse de la Terre. On ne vous donne pas la masse de la valeur du coefficient G qu'il y ait ici. C'est pas donné. Par contre, on vous donne G0, 9,81 mètres par seconde, et on vous donne le rayon de la Terre qui vaut 6380 km. Ça, on vous le donne, mais on vous donne ni G ni MT, et on vous pose la question. Trouvez la vitesse cosmique. Ou trouvez la vitesse. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la vitesse cosmique, mais trouvez la vitesse. Alors, on va faire un petit schéma pour essayer de comprendre ça. Je dessine la Terre, ici, avec donc sa masse MT, et puis on va s'intéresser à la gravité. On va se mettre juste ici, à la surface de la Terre, mon point M, ici. Il va exister une force F qui va attirer mon point M vers le centre de la Terre. D'ailleurs, cette force, vous la connaissez. Cette force F, c'est la force que la Terre exerce sur le point M. Ça sera égal à moins G, la masse de la Terre, fois la masse petit m, divisé par la distance au carré. Mais la distance au carré, ici, c'est le rayon de la Terre, dirigé suivant U. Je vais mettre U indice R. Et le U indice R, aura cette direction. U indice R, comme ceci. Là, maintenant, je vais essayer de faire une correspondance avec le poids P, qui est égal à la masse M fois la gravité G. Je vais la noter G0, parce que G0, c'est la gravité à la surface de la Terre. On voit que ça fait moins M G0 dirigé suivant UR. Et si on identifie tout ça, on voit que le G0, il correspond à ça, moins MMUR. D'où la gravité à la surface de la Terre, G0, qui sera égal à GMT sur RT. Et donc, on va atteindre l'expression de GMT, ça sera égal à G0, je crois qu'il me manque un RT carré, voilà, il me manquait un RT carré ici, donc G0 sur RT carré. Et donc, on va pouvoir réécrire ici, ça sera racine carrée de, on remplace par G0 RT carré, les RT s'éliminent, donc ça fait G0 RT carré, G0 RT. Alors si vous faites l'application numérique, G0 RT, j'avais combien pour G0 RT et la vitesse cosmique? J'avais 7,9 km par seconde. On va le mettre là. La vitesse cosmique, 7,9 km par seconde. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin et je voudrais déterminer en combien de temps est-ce que le javelot a fait le tour complet. Alors, il y a différents moyens de le déterminer, mais ce qu'on pourrait utiliser, c'est la formule t carré sur a au cube, qui vaut 4pi carré m sur k. Alors ici, k vaut g, la masse de la Terre, fois petit m, donc la formule devient 4pi carré m sur g, la masse de la Terre, fois petit m, et les petits m s'éliminent. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est t. Donc, t, ça sera égal à
racine carrée de 4pi carré a cube sur GMT. GMT, c'est G0 RT carré. Ça fait 2pi sur RT, racine carrée de A au cube sur G0. Mais le A, qu'est-ce que c'est le A? Le A, c'est aussi le rayon de la Terre. Donc ici, je peux le changer. On peut mettre rayon de la Terre au cube. J'aurais peut-être pu l'arranger un petit peu parce que le rayon de la Terre au carré qui se simplifie, on pourrait même aller encore un petit peu plus loin. Ça ferait RT sur G0. Vous avez 6380, vous avez le 9,81, vous faites l'application numérique et vous tombez sur 1h24. Intéressons-nous maintenant au cas d'un satellite géostationnaire. Les satellites géostationnaires sont utiles dans les satellites météorologiques pour à chaque fois prendre la même photo au même endroit, de la même position. Donc la définition d'un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui se trouve toujours au zénith d'un même point. Alors l'idée pour un satellite météo, le mieux en tout cas, ça serait de placer un satellite, par exemple géostationnaire, eh bien, juste au-dessus, la ville de Paris, on le mettrait là, par exemple, et il prendrait des belles photos au-dessus de Paris. Ce serait impeccable. Mais la particularité, c'est que si vous mettez un satellite ici pour qu'il reste toujours au-dessus de la ville de Paris, sachant que Paris, ici, va effectuer une rotation comme ceci, parce que la Terre elle tourne autour de son axe, ici avec une vitesse angulaire oméga qui vaut 2pi sur t, t étant la période sidérale 86 164 secondes, eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon satellite, il va falloir qu'il tourne comme ça. Il faudra que mon satellite tourne comme ça. C'est impossible. Un satellite, qu'est-ce qu'il fait obligatoirement? Il va tourner autour d'un foyer. Donc le satellite, il va tourner comme ça par rapport au centre de la Terre et revenir dans cette situation-là. Donc on ne peut pas placer de satellite géostationnaire au-dessus de Paris. La seule possibilité pour placer ou pour fixer des satellites géostationnaires, il faut les placer dans le plan de l'équateur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Ainsi, vous aurez un satellite qui pourra faire le tour comme ceci. Alors on va noter. On va noter petit h. Petit h, c'est l'altitude de mon satellite. L'altitude, j'ai bien dit l'altitude, donc c'est pris par rapport à la surface de la Terre. Et donc, je vais quand même noter ici le rayon de la Terre, RT, que vous connaissez maintenant, 6380 km, 6400 km. Le but de ce petit exercice, en fait, c'est quelle doit être la vitesse de mon satellite géostationnaire, quelle doit être l'altitude, à quelle altitude on doit le placer pour qu'il reste géostationnaire. Bon, alors on pourrait commencer comment? On pourrait commencer par utiliser les formules t carré sur a au cube qui vaut 4pi carré m sur k, m étant la masse de mon satellite. K, ici on est dans le cas de la gravitation, donc ça va donner que t carré sur a au cube, t carré sur, et on va mettre à la rigueur h plus rt au cube, est égal à 4pi carré m sur g, la masse de la Terre, petit m. Et la masse du satellite s'élimine. Qu'est-ce qu'on cherche nous? H plus rt. Donc on aura h plus rt égale racine cubique de 4pi carré, alors t carré, sur 4pi carré, GMT qui passe sur le dessus, GMT, on pourra mettre G0 RT carré. Maintenant, on commence à avoir l'habitude. G0 RT carré, qu'est-ce qu'il nous reste? G0 RT carré, T carré, 4pi carré. Voilà, on s'arrête. Stop. Alors, on fait l'application numérique, ou alors on trouve H, parce que c'était vraiment H, ou dans un premier temps, on calcule
On va mettre comme ça. On va mettre le rayon du satellite géostationnaire. RGO, c'est par rapport au centre de la Terre et on va jusqu'ici. Alors, si vous faites le calcul de ceci, T c'est 86 164 secondes qu'on place au carré, plus 9 fois 9,81 fois le rayon de la Terre, 6380 fois 10 puissance 3, qu'on met au carré et on divise tout ça par 4 pi carré. Alors, j'avais trouvé, moi personnellement, 35 000, non, 42 300 km. 42 300 km. Bon, bah c'est bien comme ça. Et maintenant, l'altitude H, ça sera donc la valeur de RGO, moins cette valeur du rayon de la Terre. Donc si on enlève 6380 km, on trouve à peu près 36 000 km. Donc c'est assez éloigné. Parce que le rayon de la Terre, ça fait 6400 km ici. Déjà, c'est déjà beaucoup. Et puis ici, il faut le placer à 36 000. Donc mon schéma, il n'est pas du tout à l'échelle. Un satellite géostationnaire, c'est beaucoup plus loin, assez éloigné tout de même. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver en bonus la vitesse de mon satellite géostationnaire? Ah, on pourrait faire comment? On peut utiliser l'énergie. On sait que l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique, c'est égal à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. L'énergie mécanique, moins K sur 2A. Mais ici, moins K sur 2RGO. Moins l'énergie potentielle, moins K sur RGO. Donc, bilan, c'est bien un mouvement circulaire en fait qu'on retrouve à nouveau. On trouve K sur 2 fois le rayon de mon satellite géostationnaire. C'est quoi K? K, c'est GMT petit m sur 2 fois le rayon de mon satellite géo. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'énergie cinétique? C'est 1/2 de mv carré. Et comme c'est 1/2, comme à l'intérieur ici, il y a 1/2 de mv carré, le 2 s'élimine, le m s'élimine, GMT, G0 RT carré. Et donc on trouve que la vitesse v de mon satellite géostationnaire, ça fera G0 RT carré, le m qui est parti, le 2 qui est parti, divisé par RGO. Alors j'ai pas fait on va faire l'application numérique. Est-ce que j'ai apporté ma calculette? Non, je vais la chercher tout de suite, je reviens. J'ai 3,69, 3069, 3,069, 3,07 km par seconde de la vitesse de mon satellite géostationnaire. Nous allons maintenant essayer de déterminer l'expression de la vitesse de libération. C'est quoi la vitesse de libération? C'est la vitesse à laquelle on doit lancer un satellite de la Terre pour qu'il échappe à l'attraction terrestre. Le cas limite correspond en fait à une trajectoire parabolique. Je m'explique. Si vous lancez pas assez fort, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un mouvement qui va faire comme ça et votre point M il va revenir jusqu'ici. Vous aurez une excentricité qui sera strictement plus petite que 1. Le cas limite, ce serait, ou plutôt je vais le mettre en bleu, ou vert, si vous vous mettez à la vitesse cosmique, vous allez vous retrouver avec un mouvement circulaire et vous allez retomber jusqu'ici. D'accord? Là, ça passe encore. Ce qui irait pas du tout, c'est de lancer pas assez fort
Et dans ce cas-là, vous allez vous retrouver à vous écraser sur Terre. Vous décollez, puis vous retombez sur Terre. Ce n'est pas du tout ce qui est demandé. Vous voulez quitter la gravitation terrestre et partir très très loin. Si vous lancez tellement fort que vous lancez tellement vite ici que vous partez comme ça. Et vous partez avec une excentricité qui sera plus grande que 1. Et vous aurez un mouvement hyperbolique. D'accord? Alors si on prolonge ici le mouvement, ça nous ferait un truc comme ça. Et le cas limite, ça serait le cas suivant où on lancerait juste assez pour quitter l'attraction terrestre. Si vous lancez pas assez fort, on tombe dans le cas d'une ellipse. Si vous lancez un peu plus fort, vous tombez dans le cas de l'hyperbole. Et donc le cas limite, c'est le cas de la parabole où l'excentricité E vaut juste 1. Alors on va essayer de le voir. Pourquoi ça fait E qui vaut 1? Et puis on va s'intéresser aussi à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est moins K sur 2A. Oui, mais c'est moins K sur 2A dans le cas d'une ellipse ou d'un cercle. Dans le cas d'une parabole ou d'une hyperbole, il n'y a pas le droit d'utiliser moins K sur 2A. Il faut utiliser K sur 2P fois E carré moins 1. Et si on se met dans le cas particulier où on a une parabole, on a l'excentricité qui vaut 1. Et si l'excentricité vaut 1, vous tombez sur une énergie mécanique qui vaut 0. Alors on va essayer de le retrouver, ça, en faisant un autre calcul, parce que notre but, c'est quelle doit être la vitesse ici, quelle doit être ma vitesse que je vais noter V0 ou Vlib, voilà, V libération, quelle doit être ma vitesse V libération pour partir jusqu'à plus l'infini et ne jamais revenir. Et on se met dans le cas limite où E vaut 1. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? EM à l'infini sera égal à EM à la surface de la Terre. Je vais mettre EM initial. Ou je vais le mettre ici, comme ça, EM initial. EM à l'infini. On veut aller à l'infini. Qu'est-ce qui va se passer si on est à l'infini? Le paramètre petit r de notre ellipse, ça vaut plus l'infini. Donc ce terme-là, il tend vers 0. On veut aller à l'infini, mais on veut arriver à l'infini, notre vitesse sera nulle. C'est juste le cas limite, hein, parce que si notre vitesse est trop faible, eh bien on retombe dans le cas de l'ellipse. Donc vitesse nulle, donc on se trouve à 0. Ce qui montre bien que l'énergie mécanique totale de mon système tombe bien à 0. À l'état initial, j'ai 1/2 de m fois la vitesse de libération au carré, que je cherche, moins K sur, et où est-ce qu'on est placé? Sur le rayon grand R. Alors c'est vrai que là j'ai mis la Terre. A priori c'est ce qui vient naturellement à l'esprit, parce qu'il faut quand même quitter la Terre avant de quitter autre chose. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec la Lune, avec Jupiter, Saturne, n'importe quelle planète. Hein. D'accord? Donc moins K sur R. R étant le rayon de la planète où est-ce que vous êtes. Je vais le réécrire, oui, je le réécris 1/2 de mv carré libération moins k sur grand R. Donc la vitesse de libération, elle est égale à quoi? Racine carrée de 2k sur grand R, petit m, et je crois que j'ai rien oublié. Le k, le r qui passe à gauche, k sur r, le tout fois 2 divisé par m. Racine carrée de 2 gmt petit m sur grand R petit m. Je raye le petit m. Gmt, je transforme en G0 RT carré. Donc ça fait racine carrée de 2 G0. Ah oui, G0 RT carré. Là, c'est si on est sur la Terre. Hein. Si sur la Terre. Parce que sinon, on ne peut pas mettre G0 RT carré. On mettrait gravité de la Lune, rayon de la Lune. Gravité de Mars, rayon de Mars. Le R s'élimine, donc ça fait racine carrée de 2G0 RT. Alors si vous faites l'application numérique avec G0 qui vaut donc 9,81 et le rayon de la Terre qui vaut 6380 km, on trouve une vitesse de libération 11,2 km par seconde.
Donc si vous voulez partir sur la Lune ou sur Mars, le minimum à faire, c'est de lancer à cette vitesse-là. Dans le petit 3, les trajectoires possibles nous sont données sous forme d'un schéma et l'on peut observer les différentes trajectoires possibles et les vitesses qu'on va retrouver. On avait déjà trouvé la vitesse de 7,9 km par seconde, c'était donc la vitesse cosmique qui correspond donc à un cercle où l'énergie mécanique est donc plus petite que 0 et ça correspond à la trajectoire numéro 2 sur le schéma. Lorsque la vitesse est comprise entre ce V0 et ce V1, on a un arc d'ellipse. C'est typique pour lancer des satellites. On est dans les situations donc petit 3. Et puis pour terminer, lorsque la vitesse est égale à la vitesse de libération ou supérieure à la vitesse de libération, vous avez la courbe petit 4 et la courbe petit 5, qui a priori ne correspondent à un mouvement qui part jusqu'à l'infini. Pour terminer, vous avez le grand 6. Le grand 6, ce sont les mouvements hyperboliques avec une constante k qui est, cette fois-ci, négative. Et si la constante k est négative, tout devient plus compliqué. Vous avez les explications correspondant aux mouvements hyperboliques qui vous sont donnés à la toute dernière page, où il faut utiliser la quantité de mouvement, l'énergie, la variation de quantité de mouvement pour retomber sur l'angle de déviation et expliquer la diffusion de Rutherford. Je vous laisse lire ce petit passage, mais c'est quand même un exercice beaucoup plus délicat lorsqu'on a un mouvement répulsif qui correspond obligatoirement à un mouvement hyperbolique.